Merci de nous accueillir ce soir. Merci Florian. Est-ce que tu voudrais nous dire un petit mot et partager en fait ce que Give et les accomplissements que vous avez déjà réalisés? Bien sûr. Bonsoir à tous. Déjà, bienvenue chez Give pour ce meet-up French Produit. Alors, concernant Give, pour ceux qui ne nous connaîtraient pas, je vais peut-être pas aller dans le détail parce que je crois qu'il y a il y a une partie de la présentation à suivre qui est dessus, qui va présenter un peu ce qu'on fait. Voilà, pour ceux qui ne nous connaissent pas, on est une application de don d'objets entre particuliers. Notamment, puis après, il y a des ramifications avec un modèle B2B dans le physique depuis tout récemment avec un gift shop ouvert à Toulouse. J'en dis pas plus, on entrera un petit peu plus dans le sujet avec la présentation de Lucille. Avec plaisir, bien sûr, pour échanger avec vous dans la deuxième partie de soirée et vous parler de Give. Pas mal de gens de l'équipe sont là ce soir aussi, n'hésitez pas aller discuter avec eux pour qu'ils vous parlent de Give. Donc, il y a Lucille, Product Manager, Nathan, Product Manager, Nicolas, Product Designer. On a Damien, développeur back-end aussi, qui est là ce soir, et Suzanne, en Product Manager Junior, qui seront là pour répondre à vos questions avec plaisir. On est hyper heureux d'accueillir ce meet-up ce soir. Ça fait plusieurs mois qu'on en discute avec Chloé. Pour la petite histoire, on attendait de faire des travaux dans les locaux. Ça a été chose faite récemment. On vous accueille ce soir. J'espère que vous passerez une très bonne soirée. Et peut-être en dernier petit mot, un grand merci à l'équipe organisatrice French Produit Bordeaux. C'est une belle communauté. Voilà. Merci de l'animer avec autant d'enthousiasme. Et, voilà. Merci beaucoup. Pourquoi vous êtes là ce soir? On parle de Test and Learn. Alors, comment deux entreprises, une dans le B2B et une dans le C2C plutôt, et tu viens de le dire, orienté un peu plus B2B maintenant, ont utilisé la méthode du Test and Learn pour améliorer leur quotidien, que ce soit leur process ou que ce soit leur produit. Dans un premier temps, on va faire intervenir Paul-Marie, qui est ici. Bonjour à toutes et à tous. En fait, comment le Test and Learn a permis à PrestaShop de faire évoluer leur process et comment est-ce qu'ils travaillent avec le Test and Learn à l'heure actuelle. Donc, Paul-Marie, est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu ce que c'est PrestaShop? On sait que c'est une marketplace, mais est-ce que tu aurais plus d'informations et des chiffres clés à nous partager? Bien sûr. Tout d'abord, merci encore à Give pour l'invitation. Merci à French Produit pour l'organisation. C'est passé au top. Donc, PrestaShop, c'est une plateforme qui permet à des marchands de créer leur boutique e-commerce. Ça se base sur un projet open source et s'ajoute à cela une marketplace de modules et de thèmes pour personnaliser sa boutique. Des modules de paiement pour choisir des solutions de paiement, des modules de shipping pour des modes de livraison, des modules de marketing si on veut générer du trafic qualifié, etc. PrestaShop, ça a presque 20 ans maintenant. L'entreprise est basée à Paris. On a une politique de télétravail. Donc, moi, je peux travailler depuis Bordeaux. La majorité de mes collègues, on est, on est 60% en région parisienne, en province. Il y en a même certains à Londres et à Barcelone. Et donc, on se retrouve, moi, j'y vais une semaine sur deux, retrouver mon équipe, parce que c'est quand même toujours du plaisir de retrouver ses collègues. Et non, c'est que à Paris. PrestaShop, c'est quoi? En quelques chiffres, c'est 240 000 boutiques marchandes, c'est 250 agences avec lesquelles on travaille. Donc, c'est les personnes, enfin les entreprises, parce qu'il y a aussi des freelances qui vont monter les boutiques à la place des marchands. Et on a aussi plus de 150 partenaires, donc des partenaires, donc des développeurs de modules qui sont présents sur notre marketplace. On dit marketplace, mais ça se rapproche plus d'un app store que d'une marketplace. Donc de type PayPal, Stripe, Colissimo, etc. Voilà. Lorsqu'on préparait ce meet-up, tu disais qu'à la base, tu t'étais inspirée, ou en tout cas la boîte s'était inspirée by the book, du bouquin de Teresa Torres,
The Continuous Discovery Habits. Exactement. Je ne sais pas si vous le connaissez. Achetez-le. Même d'occasion. Surtout d'occasion d'ailleurs. Et en fait, vous êtes aperçu au fur et à mesure de votre expérience qu'il fallait faire quelque chose de homemade chez PrestaShop. Est-ce que tu peux nous en parler? Exactement. Donc, si je partage d'abord les résultats, qu'est-ce que nous a apporté ce process? Et après, je vous explique pourquoi on l'a fait et comment on s'y est pris. Au début, mal et mieux après. Qu'est-ce que ça nous a apporté? C'est un process rodé et homogène pour toutes les squads. Donc, on est 11 squads, on est à peu près 30 au produit chez PrestaShop pour construire une roadmap trimestrielle avec le plus d'impact. Avant, on était à l'aveugle, on se basait beaucoup sur des hypothèses. C'est avoir développé aussi un mindset outcome. On était complètement sur de l'output avant, vraiment sur de la recherche de solutions. Donc là, on est vraiment parti sur c'est quoi les problèmes à tacler et l'identification d'un key success à atteindre dès le début. Donc ça, c'est un change qui a été un peu dur à instaurer auprès des PM. On a réussi à avoir une implication au-delà du PM parce qu'en fait, notre process est utilisé au-delà du produit et de la tech. C'est également utilisé au marketing, dans les équipes care, parce qu'en fait, c'est quelque chose d'assez smooth qui se fait poser les bonnes questions. C'est du bon sens, en fait. Et donc, en tout cas, au sein de nos roadmaps à nous, produits et tech, ça va au-delà même du product trio, donc le fameux PM, design et tech. En fait, on invite même nos key stakeholders, donc que ce soit quelqu'un du go-to-market, du marketing, du care, des partenariats. Donc ça, c'est génial parce que tout le monde se sent engagé et tout le monde est convaincu de ce qu'on fait. Après, on a réussi à généraliser la discovery en continu, parce que ça, c'était le gros pain il y a 3 ans quand je suis arrivée chez PrestaShop. On ne rencontrait pas nos clients. Et mieux communiquer en interne. En fait, avant, on communiquait absolument pas. Donc, personne ne savait ce que faisait le produit. D'ailleurs, personne ne savait ce que c'était qu'un product manager. Voilà. Ok. Donc, comment on a démarré? Donc, quand je suis arrivée en fin 2021 chez PrestaShop, on a fait le constat, donc début 2022, que déjà, on avait des problèmes de roadmap, que les équipes ne rencontraient pas les utilisateurs. Il y avait beaucoup de squads qui faisaient des interviews 2 fois par an, parce qu'ils faisaient 2 discoveries 2 fois par an. Mais ça, c'était assez classique. Et puis, les roadmaps étaient construites complètement en silo, c'est-à-dire que chaque équipe construisait sa roadmap. Et aujourd'hui, on paye en dette technique parce qu'en fait, on se rend compte qu'on a développé plusieurs fois des outils similaires. Et le troisième point, gros pain qu'on a identifié, c'est l'hétérogénéité au sein des équipes produits. Donc, par exemple, on va avoir une maturité vraiment différente d'une squad à l'autre. Il y en a certains qui utilisaient pour prioriser des sujets du RISE, du Moscow. D'autres, c'était un bon vieux Google Sheet avec une pondération, quoi. Et puis, il y en avait certains qui se basaient sur des vrais livrables produits comme l'expérience map, comme le service blueprint, et d'autres, rien. Donc, vraiment basé sur plein d'intuitions. Et donc, on s'est dit, il y a un gros pain. Et comme le bouquin de Teresa est sorti courant 2021, en fait, ça répondait vraiment à notre problématique. Bien sûr, au début, on a fait 100% de l'application de la méthodo, donc en mode puriste. Échec, process super lourd, c'était l'enfer. Donc, on a itéré et c'est là que le test and learn a démarré. Donc, on y a été chaque trimestre. En fait, on demandait aussi aux PM, aux tech aussi, parce qu'ils sont impliqués quand même dans ce process, un REX et pour pouvoir s'améliorer trimestre après trimestre. Donc, les premiers axes d'amélioration, c'est que dans les étapes, il y avait trop d'informations demandées. Donc, on a mis vraiment que le principal. On a un template d'opportunités. Voilà. Ensuite, on a, donc, comme je vous le disais tout à l'heure, la partie Key Success, ça a été le point le plus dur à intégrer. On avait du mal à se dire quel KPI j'améliore et surtout de combien. Et en fait, c'est difficile, surtout quand on a des KPI boîtes ou qui sont pas tangibles au niveau de la squad. Et comment on arrive à ramener
ce KPI d'entreprise à un KPI actionnable au niveau de l'équipe. Et donc ça, c'est le KPI Tree qui nous a sauvés. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, c'est Blablacar qui l'a mis en place. Et donc Ben Dupont nous en a parlé. Donc nous, on est très curieux, on a testé. Donc voilà. Est-ce que tu as des piliers sur cette méthode? Tu viens de nous parler de tous les outils que tu utilisais et tu vas les faire découvrir, mais est-ce que tu as des piliers sur lesquels tu t'appuies? Oui, alors la méthode de Teresa Torres s'appuie sur plusieurs piliers. Le premier, c'est le product trio. PM, designer, tech, vous travaillez ensemble, les opportunités. Le deuxième pilier, c'est le cadre opportunité. Elle parle d'un framework qui s'appelle l'Opportunity Solution Tree. Donc, c'est, voilà, on est vraiment à qu'est-ce que je veux traiter comme problème et non plus comment je veux le traiter. Donc, c'est vraiment cette approche-là avec l'outcome en haut et comment on le décline en opportunité et en sous-opportunité. Le troisième pilier très important de Teresa Torres, où elle insiste beaucoup dessus, c'est la récurrence des interviews utilisateurs. Elle veut qu'il y en ait plusieurs par semaine. Dans les faits, c'est pas réalisable. Ou alors, on rencontre toujours les mêmes et bon, en fait, ça, c'est un peu trop, mais voilà, c'est le fait c'est la récurrence en fait qui est à retenir dans ce qu'elle dit. Voilà, pour les principaux piliers de Teresa. Est-ce que tu nous montres un peu ce que tu utilises comme outil? Voilà, donc en fait, notre framework, ça ressemble à ça. C'est une page Notion. Ça se fait en 6 étapes. Comme je vous le disais, ça va au-delà du produit parce qu'en fait, les autres équipes s'en inspirent vachement pour créer leur propre roadmap. En fait, ça permet juste, ces étapes, c'est vraiment, on n'est pas obligé de tout faire tout le temps, mais ça permet de se poser les bonnes questions, de ne pas oublier des trucs. C'est un peu comme une checklist. Et finalement, les PM, ils aiment les templates. En tout cas, chez PrestaShop. La première étape, sauf si vous venez juste de créer une nouvelle squad, en fait, il y a du reliquat du quarter précédent. Donc, qu'est-ce qu'on fait des opportunités? Celles qui sont livrées, il n'y a pas de sujet. Celles qui sont en cours de dev, en fait, on peut quand même se poser la question parce que combien de temps on veut investir finalement encore dessus? Est-ce que c'est encore un sujet prioritaire sur lequel je vais avoir le plus d'impact? Et celles qui n'ont pas démarré, il faut aussi se poser la question, est-ce qu'on les maintient ou est-ce qu'on les dépriorise? Et cette dépriorisation, ce n'est pas un sujet évident non plus parce qu'en fait, on n'aime pas stopper quelque chose en cours. C'est une décision qui fait mal, mais des fois, c'est du mal pour faire du mieux après. Donc, on a une page Notion que je vous montrerai après avec les questions à se poser. La deuxième étape, donc, on en identifie des nouvelles avec toutes les interviews utilisateurs. Et puis, nous, on a aussi de la product intelligence. Donc, ça nous nourrit beaucoup sur ce qui se passe au niveau du marché pour être un peu plus disruptif. Donc, c'est là où on va construire le fameux Opportunity Solution Tree de Teresa Torres, en fait, qui nous sert vraiment, qui guide. On va mettre à jour le KPI Tree s'il y a besoin de rajouter des KPI. Je vous montrerai aussi un exemple concret d'un KPI Tree si ça ne vous parle pas. Et donc, notre opportunité, on la met au statut. On a un Kanban dans Notion, Identified. Donc, ça veut dire, voilà, ça, c'est les nouvelles que j'ai identifiées. Ça ne veut pas dire que je les priorise, mais voilà, c'est mon backlog d'opportunités. Étape 3, très important, les dépendances. En fait, ça peut être des dépendances avec des équipes transverses, comme le légal. Il faut peut-être changer des CGU. Peut-être avec les équipes data, il faut peut-être modéliser des nouvelles données parce qu'on a un nouveau tracking dans segment. Ça peut être aussi avec une autre squad parce que je veux locker le module, mais en fait, la squad Seamless Upgrade veut aussi locker des modules. Donc, peut-être qu'on peut faire un truc ensemble. Et peut-être que ça peut être des dépendances où on a besoin que quelqu'un d'autre fasse un truc avant, donc on ne peut pas prioriser ça parce que du coup, on se met en péril. Donc, on log les dépendances. Étape 4, il y a l'étape d'évaluation, ce que Teresa appelle l'opportunity assessment. C'est vraiment le moment, l'étape cruciale où il y a vraiment toute la team, plus les key stakeholders qui vont prioriser les opportunités. Je rappelle quand même, c'est hyper important chez PrestaShop, c'est le PM qui a l'ownership, qui est accountable de la priorisation des opportunités. Donc, bien sûr, il s'inspire de tous les insights, design, tech, marketing. Mais s'il y a des accords, c'est quand même le PM qui a le dernier mot, quoi qu'il arrive. Donc, on a un Miro, je ne sais pas s'il est nécessaire de vous le montrer. Et après, donc, on valide les opportunités.
Donc, c'est, voilà, moi, en tant que Head of Product, je vais valider les opportunités DPM de mes 2 tribes. Et si je suis OK, donc je vais les challenger pour les passer en mode priorisé. Et du coup, on a notre document de support pour communiquer sur nos roadmaps. C'est un format Now Next Letter. Donc, c'est un Google Style parce que dès qu'on parle avec l'Excom, Notion, ils n'y vont pas. Donc, Now Next Letter, c'est 3 colonnes. Une colonne, qu'est-ce que j'embarque sur le prochain quarter? La deuxième colonne, c'est qu'est-ce que j'embarque potentiellement sur le quarter d'après? Et le letter, c'est en cours de réflexion. N'hésitez pas si vous avez des questions. Donc, l'opportunité Notion, donc notre template, ça ressemble à quoi? D'abord, il y a quelques propriétés pour dire, c'est pour les filtres, hein. C'est qui la team owner? C'est la squad machin. Je vais la traiter en Q1 2025. On estime la première livraison parce qu'on définit aussi l'effort qu'on veut mettre sur cette opportunité. Donc, on ne veut pas mettre plus de 3 semaines sur cette opportunité parce que le gain est trop faible. Donc, on se met une première estimation. Les équipes transverses, qu'on n'oublie pas, donc en rouge, on met red flag pour être sûr de ne pas les oublier. Voilà. En dessous, on met des liens parce qu'en fait, on essaie dans Notion de vraiment écrire toute l'histoire de l'opportunité. Donc, c'est je la crée, je l'identifie. J'ai des dépendances, donc on a une table des dépendances. Je mets les liens ici. Comme ça, je sais si elle a des dépendances. Le solution link, c'est le focus. On utilise focus pour le solution space. Et si on release, on a aussi une table de release notes. Donc, dès qu'une opportunité est livrée, on communique à toute la boîte et il y a un template aussi. Ça, c'est le cœur du truc qu'il faut remplir pour l'assessment. C'est en gros, c'est des bonnes questions à se poser en fait. C'est quoi le problème que j'essaie de résoudre avec cette opportunité? Quelle est la proposition de valeur si je priorise cette opportunité? Quel est le key success en fait? Quel est l'impact que je compte apporter? Donc, c'est quoi le KPI et de combien je veux l'augmenter ou le diminuer? Et là, ces 2 points-là, on s'est inspiré de Focus parce que c'est dans l'étape frame. Et en fait, on a sorti le F de frame dans notre Focus et on les a intégrés là parce qu'en fait, ça, c'est le frame de Focus. Du coup, on a fait à notre sauce. Donc ça, c'est les damage control. Donc, c'est comme les antibiotiques. On fait du bien quelque part, mais des fois, on peut faire du mal ailleurs. Ça peut augmenter le nombre de tickets au support, par exemple. Et enfin, le time box. Surtout, je trouve qu'aujourd'hui, les entreprises, avec la crise et tout, le e-commerce, c'est quand même compliqué. On a cette approche vraiment plus héroïste. On dépense, il faut qu'on gagne de l'argent dessus et on ne peut pas passer un temps illimité. Une squad, par mois, ça coûte à peu près 50 000 €. Donc, il faut l'avoir en tête. Donc, est-ce que je mets 6 mois à développer un truc qui va me ramener 2 000 €? Et enfin, ça, c'est quand c'est release. Donc, ça, c'est vraiment de la communication asynchrone. Une fois qu'on a release, on mesure le succès à M+1, à M+2. Avant, on faisait M+3, on a arrêté parce qu'en fait, entre-temps, on a livré une autre opportunité et on n'arrive plus à définir le réel incrément. Et après, tous les mois, en asynchrone, les PM mettent juste une ligne de follow-up. Où en est l'opportunité? Est-ce que, j'en sais rien, les maquettes sont faites ou ça a pris du retard parce qu'en fait, on a une dépendance qu'on n'avait pas identifiée, etc. Hop, l'opportunité tree de Teresa. Ça ressemble à ça. Tout en haut, c'est ton outcome. Donc, j'ai mis un exemple qui allait parler à tout le monde. Donc, je veux augmenter le nombre d'utilisateurs sur mon module X. Ce n'est pas celui d'Elon Musk. Donc, après, on identifie des opportunités. La première opportunité, je veux configurer mon module le plus simplement possible. Le deuxième, je veux piloter mon business efficacement. Je me mets à la place d'un marchand. Je veux offrir une expérience qui réponde aux besoins de mes clients. Je prends le deuxième, par exemple. En fait, là, l'opportunité, elle est trop grosse. En fait, on ne va rien en faire. Donc, on va décliner en sous-opportunités. Donc, c'est là où on va être plus précis avec je veux croître le trafic qualifié sur mon site ou je veux augmenter le panier moyen de mes clients. Donc là, tu dis 2 opportunités intéressantes. Pourquoi pas? On pourra peut-être les assesser. Le KPI tree. Donc, c'est le fameux KPI de Ben Dupont. Donc ça, toute boîte veut faire de la marge. On veut faire du revenu. Une marge mensuelle, en fait, voilà, ça c'est KPI boîte, ça c'est OKR, on veut faire plus X milliers d'euros chaque mois. Moi, à mon niveau, avec mon opportunité d'avant,
je ne sais pas quantifier ma valeur et de combien je vais améliorer ça. Donc, ça ne me parle pas. Et en fait, c'était ça qui bloquait chez les PM. Donc, finalement, une marge, c'est quoi? C'est un nombre de clients multiplié par un CA moyen par client, multiplié par une commission que l'entreprise se fait. Moi, si je travaille sur plutôt l'acquisition, etc., je ne vais pas avoir d'impact sur la commission. Ça, c'est plutôt les équipes partenaires, etc. Le CA moyen par client, c'est pas trop mon truc parce que moi, je dépends du catalogue de leurs produits qu'ils vendent. En revanche, les clients, oui. Les nombres de clients, parce que c'est pareil, c'est une patate. Qu'est-ce qu'on met là-dedans? Il y a les nouveaux, il y a l'acquise, les fidèles et les churners. Et ben, du coup, en fonction de ton opportunité, là, tout de suite, c'est beaucoup plus actionnable. Tu te dis, moi, je veux améliorer, je veux prioriser cette opportunité parce que je veux gagner des nouveaux clients ou je veux réduire le churn de 3 points. Et donc là, c'est facile. Et une fois que tu as défini ici, ben, en fait, tu remontes dans ton tri. Tu as augmenté ici, du coup, par ricochet, ça augmente là. Ta marge, elle augmente. Tu sais de combien tu as augmenté ta marge. Et c'est quelque chose de complètement contrôlé. En fait, on sait de quoi on parle et on n'est plus à parler au doigt mouillé. L'assessment, donc c'est le moment où voilà, il y a tout le travail préparatoire qui a été fait, les KPI, etc., la discovery, hop. On a déterminé donc les 2 opportunités que je vous ai montrées tout à l'heure. Voilà, c'est les 2 qu'on veut prioriser parce que c'est sur le prochain quarter, c'est vraiment l'axe sur lequel on veut vraiment s'améliorer. OK, donc on a 2 opportunités. Et donc, Teresa, qu'est-ce qu'elle dit? OK, donc pour assesser une opportunité, il y a différents aspects. Déjà, le sizing. Ça concerne combien d'utilisateurs? Et puis, ça peut concerner que 10% d'utilisateurs, mais peut-être les plus gros marchands. Donc là, on le fait. Ensuite, c'est les user factors. Donc là, c'est plus le design qui va nous nourrir avec c'est quoi les verbatims, qu'est-ce qu'ils demandent en fait, c'est quoi leurs besoins concrètement quand on met en face cette opportunité. Après, tu as le company factor. Là, c'est te demander, je parle au nom de PrestaShop, ou même en tant que Give, qu'est-ce que ça va apporter à Give de prioriser cette opportunité? Quelle est la valeur ajoutée qu'on apporte? Est-ce que c'est en lien avec l'ambition de Give? Si je prends le marché, comment se situe cette opportunité par rapport au contexte marché? Est-ce qu'on est réactif parce qu'en fait, tout le monde le fait depuis 5 ans et en fait, on est juste à la bourre? Ou est-ce qu'on est plutôt innovant parce qu'on introduit de l'IA, mais en fait, tout le monde le fait déjà. Donc voilà, ça permet un peu de se poser la question de comment on pourra, parce que derrière, on va pouvoir marketer ces opportunités. Donc finalement, c'est aussi une force. Et après, il y a ce qu'on met additional items, ça va être plus technique, les dépendances avec d'autres squads, la complexité technique quand on ne connaît pas, s'il faut acheter un outil externe pour le faire, et le fameux impact, basé depuis mon KPI tree, qu'est-ce que je veux augmenter? Actionnable, c'est vraiment des pépites qu'elle vous partage ce soir. N'hésitez pas à vous en inspirer. Donc là, il t'a fallu, à PrestaShop en fait, il a fallu près de 2 ans pour affiner cette technique dans une démarche de test and learn. Qu'est-ce que tu pourrais encore améliorer dans ces processus et cette méthode? Alors, il y a encore beaucoup de choses à améliorer. Les dépendances. On n'a pas réussi à bien craquer les dépendances. On est très fort pour les identifier. On a une base de dépendances hyper exhaustive. Par contre, pour les suivre, les piloter, on n'est pas bon. Donc ça, c'est premier axe. Deuxième axe, c'est la communication. On est en train de travailler un nouveau format parce qu'en fait, on se rend compte que l'Excom n'est pas du tout au courant de nos roadmaps, ils sont trop loin du truc. Sauf qu'en fait, on est un peu le cœur du truc. Et s'ils sont même pas au courant de ce qu'on bide sur les produits de la boîte, en fait, c'est un peu embêtant. Donc, on est en train de réfléchir à mettre en place une product review. On va commencer en janvier, on teste. Je pourrais vous dire. Ça se trouve, ça sera l'échec. Mais c'est pas grave, on apprend de ses échecs. Et le dernier point, on a rajouté en termes de communication. Donc, on partage déjà les roadmaps, mais pas suffisamment en fait. Et C-level, ils ont besoin de plus de deep dive pour comprendre, mais c'est déjà quand même communiqué autour de nous. Et ce qu'on a rajouté depuis 3 mois, c'est les bilans du quarter précédent. Parce qu'en fait,
On pilotait pas ça non plus. On embarque, on s'engage sur un quarter, on dit OK, je fais 5 opportunités, voilà sur quoi on s'engage sur Q4. Et à la fin, on se dit pas alors, t'as fait quoi au final? Eh ben, les résultats montrent qu'aujourd'hui, on n'a même pas atteint 50% des opportunités. On n'a pas fait plus, alors qu'on n'est que sur 3 mois. Donc, on n'est pas sur des roadmaps annuels où là, on peut se dire il y a du biais. 3 mois, c'est quand même maîtrisable. On n'a pas une opportunité sur deux qui a été livrée à la fin Q4. Donc, il y a un travail d'engagement sur les opportunités à travailler avec les équipes. Est-ce que c'est mettre moins d'opportunités? Est-ce que c'est peut-être prévoir plus de refinement avant d'embarquer une opportunité? Voilà, il y a ces 3 axes encore à travailler. Je vais donner des conseils à tous ceux de l'assistance. Qu'est-ce qu'on doit retenir de ce que tu nous présentes ce soir, des key takeaways? Les 3. Il ne faut pas hésiter à s'approprier et à adapter la méthode à son contexte. Parce qu'en fait, il y a des trucs, ça dégage et c'est pas grave. En fait, il faut être hyper confortable avec ça. Prioriser un problème qui va apporter de la valeur. En fait, notre raison d'être en tant que PM, c'est on est de la value maximizer, quoi. On est là que pour ça. Donc, c'est vraiment prioriser un problème pour avoir de l'impact positif sur l'entreprise et nos utilisateurs, et non pas dans la solution. La solution, ça arrive après, et on trouvera toujours des solutions. Et enfin, le dernier point, et ça, c'est ce que je disais tout à l'heure avec le Key Success, qui a été très dur à mettre en place, il faut se fixer un objectif dès le début et pas en cours ni à la fin. Parce qu'en fait, ça drive vachement plus l'ambition qu'on met derrière et l'effort. Donc, c'est hyper important de définir dès le début ce qu'on veut améliorer et surtout mesurer l'atteinte de notre impact. Parce qu'en fait, on doit maîtriser ce qu'on fait. Exactement. Mais c'est le formaliser, en fait. Voilà. Merci beaucoup, Paul-Marie. Merci. On va proposer une période de questions à la fin, comme ça on ne perd pas le momentum. Hop, merci. On change de registre, on est sur du C2C. Comment est-ce que Lucille et son équipe a réussi à utiliser le Test and Learn pour redéfinir sa front page? Déjà, Lucille, merci de nous accueillir encore une fois. Est-ce que tu peux nous parler un peu de Give, de ses résultats et de qui tu es pour Give? Ça marche. Bonjour à tous et merci d'être là. Donc, pour commencer rapidement sur moi, moi je suis PM depuis à peu près 6 ans. Avant j'étais dans le luxe, rien à voir. Je bossais sur des outils internes plutôt et il y a à peu près 2 ans j'ai rejoint Give. Dans l'équipe produit en tant que PM, on est une équipe produit de 7 personnes. Donc vous avez vu, on est pas mal de l'équipe qui sont là ce soir. Et du coup, j'ai rejoint Give. Je vais vous parler un petit peu de Give pour commencer, pour vous parler du contexte. Give, c'est la première plateforme de dons entre particuliers en France. On a été lancé il y a 7 ans. Give, c'est environ 25 personnes. C'est aussi 5,5 millions d'utilisateurs inscrits depuis le lancement et environ 500 000 utilisateurs actifs par mois. Souvent, la question qu'on nous pose, enfin moi quand je me présente, que je parle à quelqu'un, c'est comment on se rémunère quand on fait du don. Nous, tout est basé sur notre business model. Donc on a un modèle freemium. Nos utilisateurs, donc les givers, ils peuvent donner des objets et récupérer des objets ou de la nourriture. Quand on est giver, on peut récupérer jusqu'à 5 dons par mois gratuitement. Et au-delà, en fait, ils font un abonnement. Donc, c'est l'abonnement Give Plus. Aussi, le levier majeur sur notre abonnement, c'est des annonces qui vont être exclusives pendant quelques heures pour nos abonnés. Ça, c'est vraiment notre source de revenus numéro 1, l'abonnement. On a également un peu de publicité et depuis quelques temps, on a des offres B2B sous différents formats.
Et du coup, depuis le lancement, mais il y a eu différentes levées de fonds qui nous ont permis de nous financer. Et la dernière date de l'an dernier. Et donc là, on est vraiment dans une logique d'aller chercher la rentabilité financière chez Give. Parfait. Donc là, on parlait de redéfinir la front page. Tu es en train de travailler dessus, vous êtes en train de travailler dessus chez Viv. Est-ce que tu peux nous donner l'objectif que tu cherches à atteindre et comment est-ce que tu as découpé tes phases d'évolution? Donc du coup, l'idée de refondre notre page d'accueil de Give, c'était une idée qui nous trottait dans la tête depuis quelque temps. Donc ça, c'est notre page avant. Et du coup, l'objectif de refaire cette page, il y avait du coup plusieurs enjeux. Tout d'abord parce que c'est la page d'entrée de l'app, donc elle a un fort impact. Tous nos utilisateurs passent par cette page-là. Donc on sait que si on a un impact dessus, on aura un impact sur nos utilisateurs. La deuxième raison pourquoi on voulait la refaire, c'est aussi que, on le sait tous maintenant, dans les apps mobiles, il y a beaucoup de personnalisation et les utilisateurs, ils s'attendent à avoir de la personnalisation du contenu adapté à nos usages. Donc voilà, on voulait vraiment pouvoir s'aligner aussi sur un standard de marché. Ça répondait aussi à un autre point qui est donc chez Give, on a beaucoup d'utilisateurs, comme j'ai pu vous le dire, et on a une communauté qui est assez engagée et qui est assez sensible au contenu qu'on peut leur pousser. Mais dans l'application, on n'avait pas vraiment d'endroit où on pouvait éditorialiser du contenu. Donc c'était aussi un des enjeux pour la mise en place de cette page. Et du coup, le point majeur, c'était que donc, avant notre page d'accueil, c'était un listing d'annonces. Euh, et dans ces annonces, on voulait en mettre en avant certaines. Donc, comme je le disais en introduction, on a des annonces exclusives qui est notre levier principal pour la conversion sur l'abonnement. Donc, vous voulez les mettre en avant. Donc, on avait des carousels. Pareil, nos offres B2B, on a des pros qui postent des annonces sur l'application. Donc, on voulait aussi les mettre en avant pour maximiser la conversion. Et du coup, cette homepage, à force, c'était devenu un peu un fourre-tout. Et en termes d'UX, c'était difficile de hiérarchiser les différentes annonces et d'avoir un socle qui était sain pour construire par-dessus. Euh, donc l'objectif de tout ça, c'était de construire une homepage qui était à la fois personnalisée et éditorialisée en fonction des différents types d'utilisateurs afin de maximiser leur conversion sur l'usage. Donc quand on parle de conversion sur l'usage, c'est créer des annonces de dons, contacter des annonces, récupérer des dons et du coup convertir sur l'abonnement. Et du coup, donc l'idée, donc là c'est la nouvelle page comme elle est aujourd'hui. C'était donc de pouvoir personnaliser avec les catégories favorites de l'utilisateur, pouvoir avoir du contenu éditorial ici. Et aussi en fait cette page, elle est différente en fonction si vous êtes plutôt quelqu'un qui va donner des objets, quelqu'un qui va plutôt adopter des objets. Et comme ça, on positionne le contenu de manière différente pour maximiser votre conversion en fonction de ce qui intéresse le plus. Du coup, sur ce projet, on a eu un peu deux phases. Donc la première phase, elle est terminée. Là, on est plutôt sur la seconde phase. Donc la première, en fait, c'était vraiment de faire le passage de cette homme à celle-ci et toutes les implications qu'il y avait. Et du coup, voir qu'en termes d'usage, on passait de l'une à l'autre. Et je vais rentrer dans le détail tout à l'heure. Et la deuxième phase, donc c'est celle dans laquelle on est aujourd'hui. C'est donc on a traqué tous les éléments dans cette page-là et on va optimiser le contenu pour pouvoir maximiser la conversion du coup sur les annonces de cette page et on va faire du test and learn sur cette partie-là aussi. Est-ce que tu as atteint des premiers objectifs, des premiers chiffres sur cette première page, sur cette première phase, pardon, qui te permet d'enchaîner sur la seconde? Du coup, sur la première phase, on est globalement stable sur nos KPI, donc on n'a pas vu une grosse augmentation sur nos KPI d'usage, mais on est stable et là maintenant on va vraiment itérer pour essayer d'aller chercher un taux de contact qui serait plus élevé, un taux de conversion qui serait plus élevé. Mais tu as atteint ton objectif. Ton but était de stabiliser Oui, dans cette première phase. Donc, première phase, check. Maintenant, on passe à la seconde. c'est ça. OK. Du coup, est-ce que tu peux nous parler de ce que tu as fait en termes de test and learn? Qu'est-ce que tu as fait pour arriver à ce résultat-là? Donc, vous pouvez vous en douter,
la démarche derrière la refonte d'une homepage, c'était une démarche assez importante parce que du coup, il y avait beaucoup d'impact à refaire cette page. Donc, pour dérisquer un maximum le projet, on a fait 5 phases jusqu'au déploiement. Donc le test and learn, il commence avec les tests utilisateurs sur les maquettes. Donc lors de la conception, on a eu des tests utilisateurs pour itérer sur la UI et la UX de la page. Donc là, vous pouvez voir les différentes itérations. On part des wireframes jusqu'à des maquettes qui sont plus abouties. Mais voilà, on fait quand même assez régulièrement des tests utilisateurs. Mais l'idée là, c'était du coup de le faire aussi dès le départ sur les maquettes. Ensuite, une chose qu'on fait assez régulièrement et que je trouve assez intéressant, c'est une fois qu'on avait une version assez aboutie de l'app, c'était de faire des tests internes. Alors quand je parle de tests internes, c'est pas l'équipe dev et produit, c'est vraiment toute la boîte. Euh, Parce qu'en fait, on se rend compte que déjà, on a des utilisateurs Give au sein de nos collaborateurs. Donc, autant en profiter. Ils ont des téléphones qui sont différents, des usages qui sont différents. Et donc, ça nous permet déjà en interne de dérisquer et identifier des bugs. Donc, je trouve que c'est quelque chose qui marche plutôt bien. Et puis, ça permet aussi des fois à des collaborateurs qui ont travaillé un peu de loin sur une feature de voir son aboutissement. Et en général, tout le monde est assez content de pouvoir tester en avant-première la feature. L'étape d'après, du coup, c'était une phase de bêta-test. C'est un nouveau process qu'on a mis en place avec ce projet. Donc, le but du bêta-test, il était triple. C'était du coup de valider le contenu qu'il y avait dans la home. Donc, comme je disais en introduction, on voulait personnaliser le contenu. Donc, on voulait valider avec le bêta-test que la personnalisation serait pertinente. Ce serait bête de personnaliser et qu'au final, ça ne marche pas. Que le volume aussi d'annonces qu'il y avait dans cette homepage était suffisant. On voulait aussi valider le changement entre l'ancienne home et la nouvelle home. Et surtout, identifier des potentiels bugs. L'avantage, c'est voilà, d'avoir des utilisateurs de différents types. Donc, j'ai recruté une quarantaine d'utilisateurs. Donc, à la fois des power users qui utilisent beaucoup l'application et qui peuvent nous remonter des bugs assez rapidement, et des utilisateurs plus occasionnels. Comme ça, on a aussi le point de vue de quelqu'un qui va moins souvent sur l'application. Et du coup, cette phase, elle a été intéressante parce qu'elle nous a permis d'identifier des bugs et de pouvoir les corriger, mais aussi de pouvoir rajouter des règles qu'on n'avait pas forcément identifiées en amont. Chez GIF, c'est vrai que la page qu'on peut avoir et l'app est vraiment liée à notre localisation et au rayon de recherche où on cherche des annonces. Et du coup, on peut avoir autant de cas que de personnes différentes. Donc sur des bêta-tests, c'était assez intéressant d'avoir leur retour. Et concrètement, comment j'ai fait? Donc j'ai créé une communauté sur WhatsApp où il y avait un chat. Et donc ils avaient une semaine pour me remonter leur avis, les bugs. Et on a envoyé des formulaires 7 jours après le début du test et 3 jours après le début du test et 7 jours. Euh, donc voilà, donc c'était vraiment une bonne expérience. On veut continuer de l'utiliser parce que on voit vraiment que c'est très utile. Alors, ils nous ont remonté aussi beaucoup de bugs qui n'avaient rien à voir avec la version, donc c'était un peu dur de les contenir et leur dire non, mais ça n'a rien à voir. Mais du coup, ça nous a fait dire aussi qu'on voulait continuer ce genre de test par la suite. Après, il faut avoir une base d'utilisateurs, je pense, qui est assez grande pour pouvoir le faire en termes de bêta-testeurs. Parce que par exemple, on l'a testé sur une autre fonctionnalité récemment et ça n'a pas trop pris parce que c'était vraiment on refaisait une partie un peu technique de notre messagerie et finalement, il n'y avait pas ce côté qui pouvait faire un peu événementiel de dire ah, vous avez une nouvelle fonctionnalité. Là, c'était à peu près ISO, c'était juste vérifier qu'il n'y avait pas de bug. Mais c'est vraiment quelque chose qu'on veut poursuivre. Je sais pas. Du coup, la dernière partie avant le déploiement, c'était de faire des A/B tests. Donc, on a fait des A/B tests pendant plusieurs semaines. D'abord, on a donné l'application à 10% de nos utilisateurs, puis à 20%. Et là, depuis 2 semaines, on est à 100%. Et donc, sur cette partie A/B testing,
Hop, je passe à la suite. L'idée, c'était vraiment de pouvoir faire une comparaison sur l'usage de l'utilisation de l'application. Donc, quand on parle d'usage, donc c'est création d'annonces, contact, adoption et abonnement. Donc chez Give, on a beaucoup fait des A/B tests dans le passé sur les paywalls, donc nos différentes offres pour les optimiser un maximum. Mais c'est vrai qu'on n'avait pas d'outils dédiés pour faire de l'A/B test sur des features, donc comparant deux cohortes. Donc parfois on faisait des A/B tests, mais plus en se disant on active la fonctionnalité pendant 2 semaines, on l'enlève et on compare et on voit. Mais du coup, c'est vrai que sur cette feature, on ne pouvait pas se le permettre. On avait vraiment besoin de valider que la home allait être adoptée par les utilisateurs avant de le déployer à tous les utilisateurs. On n'allait pas pouvoir faire de retour en arrière sur le sujet. Et du coup, à ce moment-là où on se posait des questions sur comment on allait le mettre en place, on a changé d'offre sur notre outil de tracking qui s'appelle Amplitude, et on s'est rendu compte que Amplitude avait un module d'A/B testing, tout simplement. Donc c'était assez intéressant parce que du coup, ça nous permettait de se dire qu'on pouvait suivre les mêmes KPI qu'habituellement en faisant de l'A/B test. Donc c'était une chose assez intéressante. Donc on a utilisé Amplitude Experiment pour pouvoir faire notre A/B test. Et du coup, ce qu'on a fait, c'est que dans un premier temps, on a testé Amplitude Experiment sur une feature mineure. Donc, on voulait se faire la main avant de se dire on lance la home avec la bêtise d'Amplitude Experiment. Si derrière ça marchait pas, ça allait être compliqué. Donc, on a fait un test sur très simple. On voulait inverser l'ordre de 2 filtres dans notre listing d'annonces et on a regardé comment ça se passait. Et par rapport à du coup cette méthode, je trouve que c'est un point qui est assez intéressant de se faire la main sur une feature qui est assez simple, donc c'est quelque chose que je recommanderais. Par contre, du coup, vu que c'était une petite feature, on n'a peut-être pas assez creusé les résultats. Et du coup, sur une feature plus majeure comme la home, en fait, ça a eu un impact qu'on n'avait pas pu anticiper sur notre test de notre feature mineure. Donc, mon conseil, ça serait de quand même vraiment mettre le nez dedans, même quand c'est sur une petite feature, parce que sur des features majeures, tout est décuplé, quoi. Donc, j'avoue que j'ai eu sur la partie AB quelques sueurs froides sur l'analyse des résultats par rapport à la prise en main de l'outil. Et par rapport à ça aussi, du coup, c'est vrai qu'on s'est documenté sur cette feature Amplitude Experiment, mais on aurait pu se faire accompagner par Amplitude pour vraiment prendre la main sur l'outil, parce qu'à un moment donné, pareil, il y avait du paramétrage qui était assez voilà, qu'on n'avait pas anticipé, qui est lié vraiment au paramétrage de Amplitude. Et j'ai posé la question au support et j'ai eu des réponses directement, alors que si je leur avais demandé, mais voilà, on veut mettre en place ça chez nous, qu'est-ce que vous nous conseillez? On aurait pu anticiper certains points qu'on n'avait pas pu anticiper. Donc du coup, au global, sur cette A/B test, on voit que nos KPI, ils sont assez stables. À un moment donné, on a vu qu'on avait une baisse sur le taux de contact des annonces. Donc on a itéré sur les règles. Un exemple de règle qu'on a revu, c'est sur les catégories qui sont poussées par l'utilisateur. Donc en fait, nous, on définit qu'on a 140 catégories chez Give. Des catégories, on a des grandes catégories et des petites catégories. On a 140 et du coup, on calcule les 10 catégories préférées de l'utilisateur. Et du coup, on en met 3 en avant dans la home. Et donc, on avait mis une règle pour se dire que s'il y a vraiment une catégorie qui est ta préférée, on la met toujours en avant. Et en fait, on s'est rendu compte que cette règle-là, elle faisait un peu trop de... C'était trop statique. Donc, quand je revenais dans l'application, j'avais vraiment tout le temps les mêmes catégories. Donc, voilà, on a itéré sur ces règles-là pour avoir plus de random sur ces catégories mises en avant. Et du coup, ça, c'est une des règles qu'on a revues pour le déploiement à 100%. Et du coup, sur cette phase de déploiement à 100%, on est vraiment plutôt sur la performance du contenu. Donc, on continue à suivre ces mêmes KPI, mais on les fait plus en AB, on les fait vraiment en volume. Et là, on va vraiment rentrer dans une phase de test and learn sur le contenu. Donc, chacune des sections de notre home est traquée.
et on peut voir le taux de clic de chacune. Et donc, on va pouvoir itérer pour avoir la configuration qui nous générera le plus de conversions. Ça, c'est ma phase 2, ouais. Et par exemple, sur cette phase-là, on pourrait se dire, dans ma homepage, j'ai 3 carousels de catégorie favorite. Est-ce que j'en mettrais pas 5 au lieu de 3? Dans chacun de mes carousels, j'ai 10 annonces. Est-ce que j'en mettrais pas 15 au lieu de 10 pour voir si ça a un impact sur la conversion? Donc là, on va vraiment rentrer dans cette phase-là d'optimisation. Tu parles de changer les règles souvent, de les ajuster, d'en ajouter, d'en enlever. Quand est-ce que tu as commencé ta phase 1? Quand est-ce que tu l'as terminée? Est-ce que tu as eu un timeline à nous donner? Est-ce que ça t'a pris 3 mois? Est-ce que ça t'a pris 4 mois à peu près? Alors, ça dépend si tu prends le dev dans la phase 1. Oui, sure. Je saurais pas dire, c'est un projet qui a pris quand même pas mal de retard, qu'on se le dise. Mais on a vraiment commencé à le développer. En fait, on a un peu déphasé nos devs. On avait commencé, mais on en parlera après, plutôt par le back, à gérer pas mal de choses en back. Donc, on avait pris un peu d'avance côté back. Et c'est vraiment la partie front qui a pris un peu plus de temps. On a commencé, je crois que c'était mi-juillet. Et on a vraiment lancé nos bêta tests mi-octobre, je crois. Ok. Et tu as itéré souvent et comment est-ce que tu as pu mettre en place cette stratégie d'itération, pas forcément rapide, mais à fréquence? Ouais. Du coup, en fait, sur ce projet-là, on voulait se dire que on voulait quand même pouvoir itérer parce qu'on savait qu'il y avait pas mal de choses qu'on allait pouvoir faire bouger et pour atteindre la meilleure conversion. Donc, on a eu un peu 2 partis pris. Le premier, c'est de rester simple. Donc, quand on parle de personnalisation de contenu, on pense tout de suite à de l'IA. Mais nous, on est vraiment resté sur des règles simples. Donc, par exemple, pour calculer les catégories favorites d'un utilisateur, on va juste pondérer les vues qu'il va faire sur les catégories, les contacts qu'il va faire, les filtres qu'il va faire. Et on va faire tout simplement on va prendre celles qui ont les meilleurs résultats. Parce que c'est plus simple, du coup, d'itérer sur des règles qui sont simples que sur des règles qui sont compliquées. Et par exemple, la règle la plus compliquée qu'on avait mise en place par exemple, sur nos catégories, c'est celle qu'on a fait sauter en premier et qu'on a enlevée du coup pour le déploiement à 100%. Donc, on a vraiment gardé ça en tête de se dire on fait simple et on va itérer pour complexifier au fur et à mesure en fonction de ce qu'on apprendra. Et du coup, le deuxième parti pris qu'on a eu, c'est que, alors nous, on est très fort pour faire des MVP, et par contre, pour faire évoluer les MVP, c'est toujours plus compliqué parce qu'on est passé déjà à d'autres projets, donc on a moins de bande passante à titrer à un projet précédent. Et sur ce sujet-là, on savait qu'on avait besoin d'itérer. On avait parlé avec d'autres personnes qui avaient eu des projets similaires et qui nous a dit que voilà, c'était beaucoup de tests, de test and learn. Et donc, on voulait vraiment devenir indépendant des releases des applications mobiles, donc sur les stores. Et donc, on a fait tout un paramétrage qu'on dira back-driven. Donc, la plupart des règles, enfin, toutes les règles sont gérées par le back. Et même dans le back, on variabilise les règles pour se dire que si on change un truc en back, ça va pouvoir se réimpacter sur le front et qu'on est indépendant pour tester au fur et à mesure des nouveaux paramétrages. Donc concrètement, sur cette page-là, sur des carousels d'annonces, le titre il va être géré par le back, le nombre d'annonces qu'il y a dans le carrousel va être géré par le back, les types d'annonces, etc. Tout est géré en back. Et du coup, ça nous donne beaucoup de flexibilité pour rentrer dans cette phase de test and learn. Et du coup, c'est vraiment là sur ça qu'on va se concentrer maintenant. Et on est à fond sur d'autres projets. Et en fait, ça va se faire sans impact ou quasi sur les équipes de développement, quoi. Et si tu devais résumer le learn de ton test and learn de ton projet, est-ce que tu pourrais nous donner 3 inputs? Yes. Du coup, sur les 3 inputs, je dirais de faire des règles simples pour commencer, même sur des sujets qui paraissent complexes, pour pouvoir itérer ensuite dessus. Parce que sinon, c'est un risque de perdre beaucoup de temps à faire quelque chose qui sera finalement inutile.
Pour itérer vite, du coup, parce que donc la phase 1 était un peu complexe plutôt sur la partie développement, mais sur la partie itération, on a été assez rapide. Et là, sur cette partie-là aussi, on va pouvoir itérer vite. C'est vraiment de se rendre indépendant des développements. Et du coup, ça s'est fait aussi en impliquant beaucoup nos équipes de dev qui ont réfléchi à cette architecture avec nous et de se dire, c'était notre input de se dire, dès le départ, on veut pouvoir réagir vite. Et donc, ils nous ont proposé cette solution qui était super. Merci. Et la dernière, du coup, le dernier point, c'est mettre en place une communauté de bêta-testeurs parce que c'est vraiment super utile. Enfin, voilà, ça apporte énormément. Et pour faire le lien avec le sujet du coup de Paul-Marie, c'est vrai que avoir des utilisateurs à portée de main comme ça pour faire de la recherche utilisateur, des interviews, d'avoir des bêta-testeurs sous la main, c'est vraiment hyper utile. Voilà. Merci à vous.